Je suis Grégory Pouy et je vous présente Vlan, un podcast pour vous aider à être plus serein en comprenant, avec nuance, la complexité du monde et en inventant activement le monde à venir. On aime tous penser que le hasard dirige nos vies, que y a une loi de l'attraction quelque part, que voilà, quand on se balade dans la rue, on voit des signes. Je sais pas si ça vous parle, mais on aime bien cette idée du hasard. Et aujourd'hui, j'ai le grand plaisir de recevoir un philosophe, en tout cas une personne qui a une chaîne YouTube sur la philosophie qui est extrêmement importante, avec plus d'1 million d'abonnés, qui s'appelle Charles Robin. La chaîne s'appelle Le Précepteur, et il vient de faire un TED Talk sur le hasard, et du coup j'ai décidé de le recevoir pour essayer de comprendre, est-ce que le hasard existe, est-ce que tout est déterminé, c'est quoi la liberté, et comment on peut jongler avec toutes ces thématiques dans nos têtes, dans nos conversations. Une discussion qui est, lui forcément il est passionnant parce qu'il a tellement l'habitude de démocratiser, je préfère le mot démocratiser à vulgariser. Vous pouvez aussi regarder cet entretien sur YouTube, sur la chaîne de Vlan. Je vous laisse l'écouter ou la regarder. Allez Vlan, c'est parti. Donc bonjour à toutes, bonjour Charles. Salut Greg. Comment tu vas? Ça va, un petit peu fatigué mais heureux d'être avec toi aujourd'hui dans cette émission. Parfait. Une émission qui est filmée aujourd'hui. Et voilà. Alors, on va parler du hasard. Tu viens de faire un TED Talk qui va être diffusé peut-être avant ou après cette vidéo, je ne sais pas. Le sujet, c'était le hasard. Parmi tous les sujets que tu traites, pourquoi tu as choisi de parler de hasard? Parce que je me suis dit que j'allais faire une conférence devant des gens qui ne sont pas philosophes de formation. Et que c'est la difficulté quand on parle de vulgarisation de philosophie, c'est de trouver le bon angle pour intéresser suffisamment les gens qui ne font pas de philosophie ou même qui ne s'y intéressent pas. Et bon, moi je suis vulgarisateur de philosophie, donc mon travail c'est d'accrocher aussi les gens à partir d'un sujet qui peut leur parler, sur lequel ils peuvent avoir une opinion. Et le hasard c'est un sujet qui revient très souvent. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de croyances sur le hasard, indépendamment d'ailleurs de nos conceptions philosophiques, mais tu sais, on entend souvent dire il n'y a pas de hasard. Derrière cette phrase, on entend souvent parler de synchronicité, de coïncidence qui finalement aurait du sens. Et moi, ça m'intéresse de parler de ce sujet-là. Et ce que j'ai voulu faire, c'est proposer une approche rationnelle du hasard. Alors, proposer une approche rationnelle du hasard, ça veut dire expliquer la différence qu'il y a entre un hasard et la manière dont on perçoit le hasard. Pour montrer que finalement, le sens qu'on donne au hasard, c'est le sens qui nous concerne nous. C'est-à-dire, on va voir des signes, par exemple, des signes de l'univers dans tel ou tel événement, mais souvent, ce signe en dit plus sur nous, sur nos attentes, sur nos espoirs, sur notre manière de voir la vie, plutôt que sur l'événement en lui-même. Et donc, j'ai voulu faire connaître un auteur qui parle un peu de ça, qui s'appelle Spinoza. Et Spinoza disait, il n'y a pas de hasard, mais pas parce que tout est écrit d'avance dans le grand livre du destin. Il n'y a pas de hasard parce que tout ce qui arrive est le résultat d'un enchaînement de causes et d'effets. C'est ce qu'on appelle le déterminisme. Et donc cette conférence sur le hasard, c'était un moyen détourné de faire connaître Spinoza, qui est quand même un auteur assez ardu. Je veux dire, l'expérience de lire Spinoza directement dans le texte, je la recommande à personne. C'est une cascade qui doit être réalisée uniquement par les professionnels. Moi, je l'ai découvert quand j'étais à la fac de philo. Donc, on avait un prof qui nous aidait à comprendre. Mais même avec un prof qui nous aide à comprendre, c'est compliqué. Et donc, je me suis dit, mettre les gens sur la piste de Spinoza à travers une conférence qui n'a l'air de rien, puisqu'on parle du hasard, on parle des coïncidences, quelque chose d'assez léger finalement, je me suis dit que c'était une bonne occasion d'initier les gens à la philosophie. Un sujet qui est associé, c'est la loi de l'attraction, non? Oui. D'une certaine manière. Oui, alors on peut graviter autour de pas mal de notions qui sont de l'ordre de l'ésotérisme, qui sont de l'ordre du développement personnel aussi. C'est-à-dire des choses qui ne sont pas directement liées à la philosophie, mais qui peuvent être des passerelles vers la philosophie. Je fais partie de ceux qui ne dénigrent pas l'ésotérisme, le développement personnel et même la spiritualité en général, parce que je trouve que ça peut être des voies d'accès à la philosophie. Après, je trouve que parfois, il y a une certaine tendance dans ce qu'on appelle la spiritualité, à rester un peu à la surface des choses, c'est-à-dire à la surface de la croyance. Et moi, j'aime bien qu'on mette la croyance à l'épreuve de la raison, à l'épreuve de l'esprit critique. Tu
vois, l'exemple du hasard, je trouve s'y prête très bien parce que l'exemple que j'ai donné dans ma conférence, c'est de me placer devant mon audience et de leur dire, figurez-vous que le dernier livre que j'ai lu était un roman de Michel Houellebecq. En espérant évidemment qu'il y ait des gens qui soient dans la même situation que moi et qui se disent, incroyable, moi aussi. Et en fait, pas incroyable du tout. Parce que Michel Houellebecq, c'est l'un des auteurs les plus lus en France. Donc en fait, j'ai fait jouer les probabilités. Et parfois, on ne se rend pas compte que les probabilités sont suffisantes pour expliquer les coïncidences extraordinaires. Enfin bref, là je m'écarte un peu de la question. Non, pas du tout, parce qu'en fait, je trouve que c'est hyper intéressant, parce qu'en ce moment, dans une période qui est chaotique, on a envie, on a besoin d'espoir. Ouais. Et quand on voit des choses, par exemple, moi, un truc que j'adore, quand ça m'arrive, c'est, bon, et quand je suis en 2 roues, en l'occurrence, et que je vois tous les feux passer au vert, je suis là, genre... Ouais. Là, ce que tu dis, tu vois ce que je veux dire. C'est exactement ce que m'a dit une personne qui assiste à la conférence d'hier, parce qu'elle avait l'impression que je dénigrais un petit peu la croyance dans les synchronicités, la croyance dans les coïncidences. Et je disais pas du tout. Moi-même, ça m'arrive très souvent d'essayer d'être attentif à ce que j'appelle les clins d'œil de la nature. Alors, je raconte souvent une anecdote qui date d'il y a quelques années. Alors, c'est une petite anecdote qui peut paraître insignifiante, mais qui avait du sens pour moi. Parce que je pense qu'en fait, ce qui compte, c'est le sens que ça a pour nous. Une coïncidence, souvent, quand on la raconte aux autres, ils vont dire, ouais, bon, ok, il s'est passé ça, mais il n'y a rien d'extraordinaire. En fait, la question, c'est pas de savoir si c'était extraordinaire, c'est la question de savoir qu'est-ce que ça a provoqué en nous, qu'est-ce que ça a mobilisé en nous, et en quoi l'interprétation qu'on en fait peut nous aider. Il y a quelques années, j'étais dans une période où j'avais réussi à trouver une sorte de paix intérieure, de calme intérieur. Ça faisait suite à ma lecture d'Eckhart Tolle, Le pouvoir du moment présent. Ouais, bien sûr. Qu'au départ, vraiment, j'avais une vision assez négative de ce genre de livres, que je trouvais des livres comme ça, un peu simplistes, pas très intellectuels, pas très intéressants conceptuellement. C'était une erreur de ma part. Parce que quand je l'ai lu, je me suis rendu compte que ce gars mettait des mots sur quelque chose de très vrai. C'est-à-dire sur le fait que on est très rarement présent. On est très rarement attentif à ce qui se passe au présent. Et donc, j'étais dans ce processus, de présence. Et à un moment donné, un événement de vie a fait que j'en suis sorti. Et donc, je recommençais à tomber dans mes vieux travers, c'est-à-dire de m'agacer des choses, au lieu de simplement profiter et de me dire, en réalité, il n'y a pas de problème. Si j'observe la situation telle qu'elle est, si je suis attentif au moment présent, il n'y a aucun problème. Donc j'étais dans les embouteillages en train de m'agacer parce que ça avançait pas. Et à ce moment-là, je me suis dit, Charles, pourquoi tu t'énerves ? Prends une moto. C'est un bon argument. Je me suis dit, ça fait des mois là que tu es calme, que tu es apaisé, et là, tu t'énerves pour rien. Et là, je regarde la voiture qui était arrêtée devant moi, et je vois derrière, tu sais, un petit magnet où il y avait écrit « Souriez, la vie est belle ». Ah. Et ça, je l'ai interprété, j'ai souri au moment où j'ai vu ça, je l'ai interprété comme un clin d'œil de la nature. C'est-à-dire comme si la nature me rappelait à l'ordre, discrètement. En fait, les messages sont là, mais il faut pouvoir être disponible aux messages. Ça, c'est pas quelque chose sur quoi je peux bâtir une théorie philosophique. Non. Mais c'est un exemple que je peux donner pour dire aux gens, j'ai beau développer une approche rationnelle du hasard, je comprends qu'on veuille donner du sens au hasard, et dans une certaine mesure, je trouve que c'est positif. C'est quoi ce que nous apprend Spinoza, justement sur le hasard? Parce qu'avant, c'est un peu le sujet, quoi. Donc, du coup, on va creuser dans Spinoza. Avec plaisir. Alors. Moi, je suis pas du tout un expert, je suis complètement un noob. Je peux l'introduire. Je vais pas dire le résumé, bien sûr, hein, mais je peux l'introduire de manière assez simple. Et pour ça, je dirais que Spinoza nous invite à revoir notre vision du hasard, mais aussi de la liberté. Parce qu'en fait, ces deux phénomènes peuvent s'expliquer de la même manière. Spinoza nous dit que quand on pense que les choses arrivent par hasard, en fait, ça veut dire qu'on ignore pourquoi elles sont arrivées. Je m'explique. Tu vas te balader dans la rue, tu vas tomber sur un vieil ami que tu n'avais pas vu depuis 30 ans. Tu vas dire, mais c'est incroyable ce hasard, on s'est pas vu depuis 30 ans, et puis là, tout à coup, on se croise comme ça, au détour d'une rue, alors que peut-être que cet ami n'habite même pas dans cette ville. Mais en fait, imagine que tu as une vue du ciel, et que tu peux tout observer, le comportement des gens, leurs déplacements, tout ce qui se passe d'un point de vue omniscient. Ce que Spinoza appellerait le point de vue de Dieu. Et en fait, tu comprends qu'à un moment donné, il va y avoir une intersection de deux événements. Tu vois, toujours cette idée de probabilité qui fait qu'à un moment donné, les événements s'entrecroisent.
Et si tu as cette vue surplombante au-dessus de la réalité, eh bien, tu t'aperçois que ce qui arrive devait arriver, dans le sens où c'est juste le résultat de cet enchaînement de causes et d'effets dont je parlais tout à l'heure. L'effet domino, en quelque sorte. Un domino ne doit pas être surpris de tomber, parce qu'en fait, sa chute est le résultat de la chute du précédent. Bien sûr. Bah, si on imagine qu'on est tous des dominos, finalement, quand on tombe, quand on chute, c'est à cause du domino qu'il y avait derrière nous, quoi, tout simplement. C'est pas par hasard. Et c'est la même chose avec la liberté. Spinoza nous dit, on croit être libre parce qu'on ignore ce qui nous pousse à agir comme on agit. Ou parce qu'on ignore ce qui nous pousse à penser comme on pense. Mais tu sais, des fois, quand on dit « je suis libre de penser ce que je veux », bah non. Parce que ce que tu penses, en réalité, tu ne le choisis pas. Tu le subis plus que tu ne le choisis. Après, tu es libre de tes actes dans la mesure où personne ne te contraint à agir de telle ou telle façon. Mais les choix que tu fais, Spinoza nous dit, ces choix-là sont déterminés. Bien sûr. Donc ta volonté est déterminée, ton désir est déterminé. L'exemple que j'ai pris dans mon épisode sur Spinoza, le premier que j'ai fait sur ma chaîne, Le Précepteur, c'est l'exemple du yaourt. Tu es en train de regarder un film, à un moment donné, il y a une coupure publicité, le film reprend et puis, sans savoir pourquoi, tu vas vers ton frigo et tu prends un yaourt et puis tu continues à regarder ton film. À ce moment-là, tu t'es dit, bah, j'ai pris mon yaourt parce que j'en avais envie. C'est moi qui l'ai choisi, c'est moi qui ai pris cette décision de me lever et d'aller le chercher. Et en fait, tu n'as pas vu que pendant la publicité, il y avait une pub pour un yaourt, et que cette pub pour le yaourt t'a donné l'envie, t'a insufflé le désir d'aller chercher un yaourt, donc tu étais déterminé sans t'en rendre compte. Et c'est souvent, on ignore souvent ou on ne pense pas à ce qui nous pousse à penser, ce qui nous pousse à faire ou à désirer certaines choses, et c'est ça que, pour Spinoza en tout cas, ce qu'il appelle l'illusion de la liberté. On se croit libre parce qu'on ignore qu'on est déterminé. C'est fou parce que j'ai eu cette conversation la semaine dernière. Synchronicité. Exactement. Il n'y a pas de hasard. Sur la liberté, où quelqu'un me disait, c'était quelqu'un d'extrême droite, qui me parlait de la liberté, etc., etc. Et je disais, mais enfin, on est quand même très peu libre. Je veux dire, entre la culture, t'es né en France, l'endroit où t'es né, la société, c'est-à-dire qu'en fait, il y a toute une série d'us et coutumes qui font que tu agis ou tu te comportes d'une telle manière. Tes biais cognitifs, ce que tu vas consommer comme média, quand tu regardes Netflix ou je sais pas quoi, en tout cas, ça construit tes imaginaires. Finalement, les gens se battent pour la liberté, tu vois, ils disent je veux devenir riche parce que je serai libre. Mais jamais, enfin, la liberté que tu as, elle est quand même extrêmement faible. Alors peut-être que je suis un disciple de Spinoza sans le savoir, mais pour moi, la liberté, elle est très réduite. Disons qu'il y a ce que tu dis là, tu es peut-être effectivement un spinozien sans le savoir, et comme il y a des gens qui sont des stoïciens sans le savoir, par exemple, ou des utilitaristes sans le savoir, on peut faire une première distinction assez simple à comprendre entre la liberté matérielle et la liberté spirituelle. La liberté matérielle, c'est ce que certains associent à la liberté financière. Autrement dit, si j'ai les moyens matériels de faire ce que je veux, je suis libre. Et c'est pas totalement aberrant, parce que c'est vrai que plus on est pauvre, moins on est libre matériellement, parce qu'on n'est pas libre de partir en voyage, par exemple, de faire des cadeaux à ses proches. Il est évident que on veut le meilleur pour nos enfants, donc si on n'a pas les moyens, par exemple, de leur payer des études alors qu'on sait qu'ils seraient en capacité de le faire, il y a une privation de liberté quand même. Donc ça existe, le plus ou moins de liberté matérielle. Mais il y a aussi la liberté qu'on peut appeler spirituelle ou même intellectuelle. C'est plus d'ailleurs la liberté que défendaient les stoïciens. Et pour eux, cette liberté-là, elle est liée à la conscience. Et quand je dis la conscience, je veux dire par là la compréhension de ce qui arrive, la compréhension de pourquoi les choses sont comme elles sont. Parce qu'en réalité, quand tu comprends pourquoi les choses sont comme elles sont, tu l'acceptes. Alors, je dis pas que tu l'acceptes au sens où tu te dis c'est très bien et puis je fais avec. Non, tu peux combattre. Tu peux décider de changer les choses. Mais tu acceptes l'état de fait que tu constates pour ensuite pouvoir éventuellement le modifier. Mais il y a beaucoup de gens qui sont malheureux et donc qui ne sont pas libres parce qu'ils se battent contre des murs. Le mur de la réalité, parce qu'ils sont dans le déni, parce qu'ils sont dans l'incompréhension, parce qu'ils sont dans le rejet de la responsabilité. Tu sais, des gens, par exemple, qui vont échouer à un moment de leur vie, ça nous arrive tous, l'échec n'est pas inné, c'est quelque chose qui arrive, plus ou moins. Se dire, j'ai échoué pour telle ou telle raison qui viennent de moi, qui sont de ma responsabilité, c'est être un peu plus libre
que de considérer que c'est toujours la faute des autres, que c'est la faute de nos parents, que c'est la faute de notre mère, que c'est la faute de la société, que c'est la faute de pas de chance, tu vois. Voir sa responsabilité en face nous rend plus libres parce que ça nous donne les moyens de changer ce qui peut l'être et donc de faire en sorte de ne pas échouer la fois d'après. Hein, l'erreur est notre meilleur professeur en réalité parce que l'erreur nous permet de comprendre ce qui n'a pas marché, donc d'essayer autre chose et de comprendre pourquoi ça n'a pas marché la première fois. Voilà pourquoi, bon ça c'est très lié à la culture américaine plus que française. Dans la culture américaine, l'échec est valorisé parce que l'échec est une expérience qui débouche sur un apprentissage, qui débouche sur un enseignement. Alors qu'en France, on est plutôt à penser que si on a échoué, c'est qu'on est nul. Il y a cette mentalité comme ça, un peu plombante, un peu pessimiste. Il faut réussir ou alors il ne faut rien faire, quoi, tout simplement. Non, il faut échouer pour comprendre comment ça marche. Et je pense que la liberté, ça, c'est très lié à ça, c'est-à-dire la responsabilité et la conscience des conséquences de nos actes. C'est ce que disait Sartre dans sa philosophie existentialiste, alors qui pour le coup est totalement opposé de ce que disaient les stoïciens, mais peu importe. Moi j'aime bien grappiller dans les courants philosophiques. Forcément. Parce que on peut se nourrir de tout. Hein. Moi j'aime pas du tout qu'on ait une philosophie, tu vois, de référence ultime qui soit la vérité. Je pense que ça c'est le premier pas vers le sectarisme. Mais Sartre disait, être libre c'est être responsable. Parce que être libre ça veut dire en gros, personne ne sera l'auteur de ton prochain acte. C'est toi qui seras l'auteur de ton prochain acte. C'est génial, parce que ça veut dire qu'en fait, tu as toujours le choix. Alors, Sartre est très radical. Hein. Pour lui, tu as toujours le choix, même quand tu as un revolver sur la tempe. Ouais. Parce que c'est toi qui décides de te soumettre à la menace ou pas. C'est ça. Mais là où il a pas tort, c'est qu'il explique que quelqu'un comme Jean Moulin, par exemple, il a résisté. Et n'importe qui, enfin pas n'importe qui, mais la plupart d'entre nous, à la place de Jean Moulin, on aurait collaboré. Bien sûr. Parce qu'une arme sur la tempe, ça veut dire soit tu collabores, soit tu meurs. Et Jean Moulin est la preuve qu'on a toujours le choix, parce que même dans un cas aussi extrême de contrainte, tu vois, de menaces qui pèsent sur ta vie, tu peux quand même faire le choix de dire non. Tu vois. Donc, ne pas choisir est encore un choix. On a toujours le choix, même quand on a l'impression qu'on est contraint. Ça me fait penser dans la série d'Edgar Tolle, aux accords Toltec, tu sais. Ouais, j'ai fait un épisode là-dessus d'ailleurs sur les accords Toltec, ouais. Parce que en fait, ça me fait penser à ça, parce qu'il dit, tu vois, il y a ce truc de pas prendre des choses personnellement, de prendre de la distance, etc. Et tu te dis, c'est joli, mais c'est très dur en pratique. C'est hyper dur en pratique. Et c'est très dur de convaincre les gens d'adhérer uniquement par des arguments. Je pense qu'il y a beaucoup d'idées philosophiques qui ne se comprennent que quand on les vit dans sa chair. Tu vois, par exemple, j'ai fait un épisode sur ma chaîne sur Albert Camus et l'absurde. Et c'est très compliqué de parler de l'absurde parce que l'absurde, c'est une expérience qu'on fait ou qu'on ne fait pas. Se sentir comme ça face au néant de l'existence, au non-sens total. Mettre des mots dessus, c'est très bien. Mais le vivre, c'est autre chose. Vivre l'expérience, tu sais, de l'angoisse. C'est très dur de faire comprendre à quelqu'un ce qu'est l'angoisse quand il ne l'a pas lui-même vécu. Un peu comme l'amour, d'ailleurs. On peut théoriser sur l'amour, mais tant qu'on l'a pas ressenti, ce qu'on dit, ça reste un peu superficiel, ça reste un peu théorique, quoi, tu vois. C'est pas le vrai amour. Mais il faut avoir été vraiment passionnément amoureux pour comprendre ce que l'amour peut nous faire et à quel point il peut nous faire faire n'importe quoi aussi. Et nous faire rationaliser ce n'importe quoi. Tu vois, parce que moi, je fais toujours une différence entre raisonner et rationaliser. Raisonner, c'est utiliser sa raison pour résoudre un problème, par exemple. Rationaliser, c'est trouver des arguments pour justifier un sentiment ou pour justifier une émotion. Comment on appelle ça Moi, j'appelle ça post-rationalisé. Ouais, post-rationalisé, oui, parce que c'est toujours après coup. Oui, c'est ça. On fait n'importe quoi et on va donner du sens à ce n'importe quoi parce que notre cerveau a besoin que ce qu'on a fait ait du sens. C'est très difficile de s'avouer à soi-même qu'on a fait n'importe quoi. Donc, il faut toujours qu'on trouve une raison d'avoir fait n'importe quoi pour dire, mais en fait, c'était pas n'importe quoi. Et c'est le début de la mauvaise foi. Parce que la mauvaise foi, c'est ce qui fait qu'on va pointer le n'importe quoi chez les autres. Mais chez soi, ah non, mais c'est pas pareil. Moi, j'ai fait ça parce que, tu vois, il y avait une logique. Oui. S'il y a une logique pour toi, c'est qu'il y en a une pour les autres. S'il y en a pas pour les autres, il y en a pas pour toi. Et moi, je suis pour l'équité. C'est mon côté rousseauiste. C'est mon côté socialiste.
je pense qu'il faut appliquer aux autres ce qu'on applique à soi-même, ou en tout cas ne pas exiger des autres ce qu'on n'exige pas de soi. Et c'est pour ça que je place souvent la vertu morale avant la vertu intellectuelle. C'est-à-dire que je suis prêt à entendre des choses avec lesquelles je ne suis pas d'accord, mais si la personne en face de moi, je la sens honnête et qu'elle n'essaye pas, de jouer avec, tu vois, de jouer sur plusieurs tableaux, de jouer avec une sorte de morale à géométrie variable, Ouais. elle peut penser ce qu'elle veut, ça me dérange pas. Je pense que l'idéal de l'honnête homme prime sur l'idéal de l'homme intelligent. Ouais, ça fait penser à, en tout cas, pardon, on digresse. Très, très bien. La philosophie, c'est aussi l'art de la digression. Les gens qui nous écoutent vont être ravis. Mais ça fait penser à l'ingénu, tu sais. Ouais. Parce qu'il a cette, où on peut parler de la sagesse des enfants, tu sais, d'une certaine manière, où il n'y a pas de connaissance. Et pourtant, il y a cette forme de sagesse. Tout à fait. C'est exactement ça. En fait, Rousseau, à un moment donné, explique la différence entre l'homme à l'état de nature et l'homme à l'état social. Et il a une position intéressante parce qu'il dit on pense que l'homme à l'état social est supérieur à l'homme à l'état de nature. Ce qu'on appellera le sauvage. Ouais. Je précise que le sauvage, il y a une connotation péjorative qui n'est pas inscrite au départ dans le mot, parce que sauvage, ça veut dire qui a poussé sans tuteur. Au sens où on parle par exemple de plantes sauvages, de fruits sauvages, c'est-à-dire ils ont poussé sans que l'homme n'intervienne. Et donc le sauvage, c'est celui qui n'a pas été tordu, perverti par la civilisation. Et donc il explique que l'homme à l'état de nature, il est profondément bon, plus exactement, il est profondément innocent. Parce que bon, tu sais, ça suppose déjà une dualité. Oui, c'est un jugement de valeur en plus. C'est un jugement de valeur. Donc ça suppose d'être déjà dans une vision morale un peu théorique. Alors que l'homme à l'état de nature ne se pose pas la question morale parce qu'il est naturellement innocent. Ça, c'est le point de vue de Rousseau. On n'est pas obligé d'être d'accord. Quelqu'un comme Hobbes disait, non, c'est le contraire. L'homme, il est naturellement violent, il est naturellement égoïste, envieux, etc. Chacun son anthropologie, j'ai envie de dire. Mais pour Rousseau, il faut retrouver l'enfant en soi, parce que l'enfant, l'ingénu, le candide, c'est celui qui n'a pas encore été tordu. Donc c'est celui qui n'a pas de préjugés. Tu sais, qu'est-ce que c'est un préjugé ? Un préjugé, c'est quand on croit en la vérité de quelque chose, non pas parce qu'on l'a vérifié, mais parce que on a intérêt à le penser. Tu vois, les biais cognitifs, tu en parlais tout à l'heure. Un biais cognitif, c'est un raccourci qui nous permet de nous dire les choses sont comme elles sont, même si on l'a pas vérifié. Voilà. Et donc le préjugé devient vérité pour nous. L'enfant n'a pas de préjugés parce qu'il n'a pas encore eu le temps de se construire des préjugés, parce qu'il n'a pas encore eu le temps de recevoir les préjugés de ses parents. Tu vois, et ça se fait progressivement. Et ça donne ensuite des enfants qui vont commencer petit à petit à répéter ce qu'ils entendent à la maison, à s'approprier le discours de leurs parents. Et c'est comme ça que se fait l'intériorisation des normes de la société. C'est-à-dire par imprégnation, par l'éducation, par l'école, tu te mets à répéter des choses et à les intégrer. Et finalement, ensuite, ça devient tes opinions alors que tu ne les as jamais vraiment examinées. C'est hyper intéressant. Est-ce que, pour revenir à cette sorte de hasard, est-ce que le déterminisme, c'est une forme de liberté, tu dirais? Alors, c'est super intéressant, parce que je me bats depuis des années pour essayer En fait, j'essaie de promouvoir une approche qui est difficile, si tu veux, à faire comprendre, parce que les gens aiment bien polariser les positions philosophiques. On aime bien polariser tout, en soi. Voilà, exactement. On aime bien voir les choses en noir et blanc, et si ça dévie de ce qu'on pense, c'est faux. Tu vois, c'est souvent ça. Il y a des gens qui sont déterministes, mais moi-même, je suis déterministe. Mais ces gens qui sont déterministes considèrent que il y a aucune forme de liberté possible. Or, Spinoza, non seulement dit qu'il y a une forme de liberté possible, pour lui, c'est la conscience du déterminisme qui nous rend plus libres, mais même sans aller aussi loin, le fait que tout soit déterminé, donc tout ce qui arrive est un résultat de cause ou d'ensemble de causes, ok. Il n'empêche que quand tu es face à une situation où tu dois agir, le déterminisme, il va pas te donner la réponse. Le déterminisme, il va pas te dire, voilà ce que tu dois faire. Tu es seul face à ta décision. Le déterminisme, il est là pour, après coup, expliquer pourquoi tu as fait ce que tu as fait. Mais il ne te donne pas la solution. Il te laisse seul face à ton choix. La liberté, c'est ça. La liberté, c'est ce moment d'inconfort où tu ne sais pas ce que tu dois faire, mais tu sais que tu dois faire quelque chose. Tu sais que tu dois prendre une décision. Et l'expérience que tu vis à ce moment-là, c'est ce que Sartre appelle l'expérience du néant. C'est-à-dire tout est possible. Et il n'y a que moi qui peux mettre un terme au possible pour faire advenir le réel.
Le réel, c'est quand tu mets à la poubelle tous les autres possibles pour n'en choisir qu'un. Mais tu peux aussi t'observer et réagir. Enfin, en ce moment, comme ça les gens sauront au moment où on enregistre, mais le moment où on enregistre, donc dimanche, je vais diffuser une newsletter sur la masculinité. Et le patriarcat, c'est quelque chose qui a été construit pendant des millénaires. Et en fait, moi, je crois pas à l'homme déconstruit. Comme je crois pas non plus vraiment qu'il y ait des femmes déconstruites par ailleurs. Mais parce que en fait, je l'observe chez moi, mais parce que je suis la personne que je peux le plus facilement observer. C'est pas que je peux me considérer comme déconstruit parce que, tu vois, j'ai lu des bouquins de féminisme, j'ai reçu des tonnes de personnes, je me suis vraiment, vraiment intéressé à la question, etc. J'ai majoritairement des amis femmes, etc. Mais la réalité, c'est que j'observe bien à l'intérieur de moi ce qui se passe quand même. Et je vois bien les pensées, et c'est pas pour ça que je les sors, c'est pas pour ça que j'agis de cette manière-là. Mais par contre, j'observe à l'intérieur de moi. Et je pense que de temps en temps, tu peux te dire, putain, j'étais vraiment con, hein. Mais parce que tu l'as fait, tu vois, t'es sorti. Et donc, d'une certaine manière, t'étais déterminé par toute ce qu'on disait tout à l'heure, hein, par tout un cadre sociétal qui fait que non, en fait, t'étais pas d'accord avec ce que t'as fait, mais tu l'as fait quand même. Bien sûr. C'est la thématique du conditionnement social, conditionnement culturel, et même parfois conditionnement biologique. C'est-à-dire que l'homme est un animal, et tout animal est en partie régi, déterminé ou influencé par des facteurs biologiques. Je veux dire, les hormones, par exemple, l'activité hormonale a une influence sur notre comportement. Et d'ailleurs, c'est souvent aussi ça qui fait que, parce que ça part de quelque chose qui est à l'intérieur de nous, dont on n'est pas forcément conscient, qu'on va toujours chercher à le justifier par des arguments rationnels ensuite, tu vois. Mais on peut être, par exemple, J'étais fatigué. Oui, voilà. Mais disons que dans le domaine du sport, dans le domaine, par exemple, de la musculation, il y a des sportifs... Que tu pratiques de toute évidence. Je me suis remis. Il y a des sportifs qui vont s'injecter de la testostérone. Pourquoi ? Parce que c'est l'hormone de l'agressivité et c'est l'hormone aussi de la prise de masse musculaire. Donc en gros, quelqu'un qui est sous testostérone de synthèse, hein, c'est-à-dire en plus de celle qui est produite naturellement par le corps, non seulement va devenir musculairement plus imposant, mais il va devenir aussi plus agressif. Et donc, il faut surtout pas sous-estimer l'importance de ce facteur biologique dans les comportements. C'est-à-dire que l'agressivité, elle peut être le fruit d'un conditionnement social. Il est certain que si tu as vécu et grandi dans un environnement violent et agressif, tu as des chances de développer toi-même une forme de violence et une forme d'agressivité qui ne sera aussi d'ailleurs qu'une manière de te protéger du monde. Parce que dans un monde violent, il faut être fort. Donc il faut savoir faire preuve d'agressivité aussi pour ne pas se faire manger. Donc ça relève du conditionnement culturel. Mais biologiquement parlant, si tu es sous testostérone, tu vas être plus agressif et tu auras beau essayer de rationaliser ton agressivité en disant oui, mais c'est lui qui m'a provoqué, oui, mais en fait j'ai réagi parce que sinon, oui, tu trouves des arguments, mais en fait tu es juste quelqu'un d'agressif. Si tu en prends conscience, tu es déjà un peu plus libre parce que tu sais que ça risque d'arriver, donc tu sais que tu dois t'en prémunir, ou que tu peux en tout cas t'en prémunir, et c'est ça qui te rend plus libre. Donc le conditionnement, c'est une thématique que moi j'adore explorer, parce que ça nous met face à l'ignorance de ce que nous sommes et de pourquoi nous sommes ce que nous sommes. C'est très difficile en fait d'avoir le recul et l'honnêteté sur soi, de se dire c'est vrai, je suis comme ça, ou j'ai été comme ça, je me suis comporté comme ça, si on ne veut pas essentialiser la personne, parce que si, parce que ça, parce que conditionnement, et je ne m'en rends pas compte. Mais déjà dire je ne m'en rends pas compte, c'est une manière de s'en rendre compte. Ouais, bien sûr. Parce que c'est une manière de l'admettre. Oui. Et c'est déjà pas mal. Tu sais, des fois dans les conflits, on va reprocher à la personne de mal se comporter vis-à-vis de nous. Et ce qui va le plus nous énerver, c'est pas son comportement, c'est le fait qu'elle le nie. C'est le fait qu'elle dit c'est pas vrai. Comme si on inventait, comme si on a fabulé. Si la personne se met à dire t'as peut-être raison, mais je m'en rends pas compte. C'est déjà agréable d'entendre ça. Ça procure un soulagement de se dire c'est le début de la prise de conscience. Même quand elle dit je ne m'en rends pas compte. Parce que ça veut dire que déjà elle entend l'information. Et je pense qu'on doit être, en tout cas c'est l'attitude que je promeus, attentif et à l'écoute de ce qu'on nous dit. De ce qu'on nous dit sur ce qu'on est. Parce que peut-être que la personne projette sur nous ce qu'elle est elle-même, mais peut-être que dans sa projection, il y a une information qui est vraie, qui est réelle, qui correspond à une partie de ce que nous sommes, et que c'est bien de l'entendre. En tout cas, si on essaye de cheminer vers une amélioration de soi.
J'ai noté des petites questions. Hein. J'ai préparé ma petite discussion avec toi. Du coup, je suis en train de réfléchir à quelle est la question que je vais te poser, parce que comme on a pas mal divergé, faut que je revienne Vas-y. dans mes questions. Mais en même temps, enfin, une question que je me pose quand je t'écoute, je me dis bon, on peut avoir la capacité de prendre du recul sur ce qui se passe. Un autre truc, et parce que je pensais à toi dans la voiture et dans les bouchons, aussi comprendre que l'autre ne le fait pas contre toi spécifiquement. Ouais. Alors c'est très loin du hasard, pardon, parce que j'ai complètement dérivé. Ça me fait penser à l'accord Toltec, par contre, de pas prendre les choses personnellement, qui est pour moi l'enseignement des 4 accords Toltec qui m'a le plus marqué. Alors faut savoir que j'ai fait un épisode sur les 4 accords Toltec parce que cet enseignement-là me semble absolument crucial et en même temps, comme souvent d'ailleurs, totalement négligé. Totalement mis de côté. C'est souvent l'essentiel qu'on met de côté. Ah ouais, moi c'est celui que j'ai le plus retenu aussi. Ah, toi aussi? Ouais. Oh, bah, tu vois, bon, bah, ça nous fait un point commun parce que... Le hasard. Les autres sont pertinents, mais celui-là, je le trouve particulièrement pertinent parce que ça correspond à un mécanisme qui est assez généralisé dans la population de prendre les choses personnellement. Prendre les choses personnellement, ça veut dire, par exemple, que, bah, tu prends ta voiture, pour reprendre cet exemple, j'adore. J'ai passé beaucoup de temps en voiture, donc j'ai souvent des exemples qui se passent en voiture. Pas de problème. Et, bah, tu arrives à un rond-point et puis là, bah, il y a un automobiliste qui va te griller la priorité. C'était ton tour de passer, il est passé devant toi. La réaction commune de l'automobiliste, qui pour moi n'est pas totalement l'être humain. L'automobiliste, c'est un être humain dans son espace personnel où il est un peu tout puissant. Eh ben, c'est de s'énerver, c'est d'insulter, c'est de taper, c'est de klaxonner, c'est tout ce que tu veux, d'expurger cette émotion de colère, tu vois, qui vient de naître à cause du comportement d'un autre. En réalité, ce qui se passe à ce moment-là, c'est qu'on réagit, donc on se met en colère, donc on se fait du mal à cause du comportement de quelqu'un qui, en réalité, n'a pas d'incidence sur notre vie. Parce que dans 5 minutes, on aura oublié, on sera passé à autre chose. Alors évidemment, avoir eu peur parce qu'on a frôlé l'accident, c'est normal qu'à un moment donné, ça provoque une émotion. Je veux dire, l'être humain est quand même programmé pour la survie. Donc la peur et la colère parce que souvent la colère est une conséquence de la peur. C'est la peur dont on se rend compte que finalement tout va bien, mais du coup on est énervé de cette situation. Toujours est-il que s'énerver n'apporte rien, sinon du mal-être. Et pourtant on le fait tous, ce qui n'est pas rationnel. En tout cas, ce qui n'est pas rationnel au sens où les stoïciens disaient que les émotions ne sont pas rationnelles, dans le sens où elles nous empêchent d'accéder au bien-être, qui est l'objectif de tout être humain. Accéder au bonheur, accéder au bien-être, accéder à ce calme intérieur. Et donc on va prendre cette négligence de l'automobiliste personnellement, au sens où on va entrer en rivalité avec lui, entrer en conflit avec lui. Ça arrive d'ailleurs qu'il y ait des bagarres d'automobilistes, bien sûr. Parce qu'à un moment donné, il y en a un qui s'est mal comporté, il y a eu un accident qui est pas passé loin, et donc bah ça va se battre. À ce moment-là, on prend les choses personnellement, alors qu'en fait, la personne qui nous a grillé la priorité, si ça se trouve, elle a même pas vu qu'on était là. On n'existait pas pour elle. On n'existait pas, donc si on n'existait pas pour elle, comment on pourrait croire que ce qu'elle a fait, elle l'a fait contre nous? Tu vois ce que je veux dire? C'est incohérent. Je sais pas si ça t'est déjà arrivé, pareil, un accrochage avec un automobiliste, tu sors de la voiture, il sort de la voiture, et à ce moment-là, tu t'aperçois qu'en fait, c'est une connaissance. C'est quelqu'un que tu connais. Ah non, ça m'est jamais arrivé. Bon, moi, je conduis très peu, hein, je suis tout le temps en moto, mais... D'accord. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Je dis, ah merde, c'était toi. C'était toi. Sous-entendu, c'est moins grave. Oui. C'était toi parce que toi, je t'aime bien. Donc, je sais que tu l'as pas fait contre moi. Ouais. Tu vois? Mais c'est bien la preuve qu'en fait, on s'imagine que l'autre nous en voulait, alors que pas du tout. En fait, il savait même pas qu'on était là. Il savait même pas que c'était nous. Donc, prendre les choses personnellement, c'est croire que l'autre veut nous nuire pour nous nuire ou parce que c'est nous, alors que c'est pas le cas. Ne pas prendre les choses personnellement, c'est comprendre que les gens sont chacun dans leur bulle. Et qu'en fait, tout ce qu'on dit, on le dit par rapport à la bulle dans laquelle on est. Tout ce qu'on fait, on le fait par rapport à la bulle dans laquelle on est. Et bien souvent, on prend comme des marques d'agression personnelle des choses qui ne sont que l'expression du mal-être de la personne qu'on a en face de nous. Et pour relier à ce qu'on disait tout à l'heure sur la construction et sur la liberté, c'est souvent l'expression, ce que tu disais du mal-être, mais aussi de la construction de la personne. C'est-à-dire que, en réalité, elle peut faire quelque chose, parfois
contre toi aussi, mais c'est sa construction. Bien sûr. Et donc, du coup, ça n'a pas vraiment de lien à toi, c'est juste que nous ne sommes pas vraiment libres. Enfin, en C'est tout cas, ça. c'est la manière dont je le vois, mais... On est parfois le réceptacle de l'émotion de l'autre. Tu sais, on dit souvent que ce sont les personnes qui nous sont le plus proches, avec qui on est le plus blessant, le plus offensant, le plus dur. Pourquoi ? Parce qu'on passe beaucoup de temps ensemble et qu'à un moment donné, quand on a une émotion, on va la déverser sur la personne qui est avec nous à ce moment-là. C'est souvent le conjoint ou c'est souvent l'ami proche. Il n'y a pas de hasard. Je recache. Il n'y a pas de hasard, mais il y a une forte probabilité que ça tombe sur toi si tu partages la vie de quelqu'un. Si cette personne à un moment donné est en colère, c'est toi qui vas recevoir sa colère. Donc il y a ce côté déversoir de l'émotion où à ce moment-là, je trouve que c'est important de comprendre et de se dire, c'est pas contre nous. Cette colère qui se déverse, c'est un trop-plein d'émotions qui a besoin de se vider et qui ne peut se vider qu'avec la personne qui est là, que la personne qui partage ta vie. Et c'est faire preuve d'amour, justement, on en parlait, que d'accepter ça. Alors attention, pas d'accepter que la personne nous pourrisse alors qu'on n'a rien fait, mais de supporter ce petit moment, tu vois, d'expression de l'émotion qui va permettre de vider. Tu sais, émotion, le mot est intéressant étymologiquement parce qu'il est lié au mouvement. Émotion, ça vient de movere, qui a donné to move en anglais. Movere, c'est mettre en mouvement. Et motion, c'est le mouvement aussi. Donc émotion, c'est le mouvement de l'âme. Tu vois, c'est cette idée de une force en nous qui s'exprime et qui a besoin de s'extérioriser. C'est pour ça que souvent les artistes sont des hypersensibles et des hyper émotifs. Parce qu'il y a une grande mobilité dans leurs états d'âme, tu vois. Ils sont souvent aussi des gens un peu, tu sais, sensibles aux humeurs. Tu vois, ils vont être de telle ou telle humeur, il va y avoir un ascenseur émotionnel chez eux. Bon, cette émotion, parfois, elle a besoin de sortir, elle a besoin de s'extérioriser. Et il faut le comprendre, parce qu'on est des êtres humains et qu'on a tous des émotions. Est-ce qu'on peut forcer le destin ? Est-ce qu'on peut forcer le hasard, selon toi ? Je donne souvent cette différence entre le déterminisme et le fatalisme. Le fataliste, c'est quelqu'un qui se dit tout ce qui va arriver était prévu. Donc quelque part, j'ai rien à faire, j'ai juste à attendre. Le fataliste qui pense que le destin va lui faire rencontrer l'âme sœur, il risque d'être déçu parce que l'âme sœur a peu de chances de frapper à sa porte. Le déterministe, c'est ça peut arriver. On sait jamais. Ça peut arriver, bien sûr, ça peut arriver, mais ça arrive souvent au cinéma. Le facteur. Voilà, le facteur, c'est ça, exactement. Ou la voisine qui a besoin de farine. Exactement. Voilà. Le déterministe, c'est celui qui se dit, ce qui va arriver arrivera parce que ça devait arriver, mais je participe. Je participe, c'est-à-dire que si je veux rencontrer l'âme sœur, je vais provoquer la rencontre. Donc je vais peut-être sortir dans la rue, sortir dans un bar, aller à la bibliothèque, aller au devant de l'autre. Donc tu vas pas forcer le destin en faisant ça, mais tu vas participer, tu vas contribuer à son advenu. Et c'est souvent ça que je dis aux gens qui sont ultra déterministes, c'est le déterminisme a besoin de vous. Il a besoin que vous agissiez pour que les choses arrivent. Quand on dit par exemple, écoute, je laisse faire, si ça doit se faire, ça se fera. Oui, mais ça a plus de chances de se faire si tu fais quelque chose dans le sens de la réalisation plutôt que si tu attends simplement. Trop miser sur le destin, trop miser sur le fait que l'univers va faire les choses à notre place, je pense que c'est surtout le meilleur moyen d'être déçu. Parce que souvent on attend de l'univers des choses qui demandent en fait, qui réclament qu'on y participe un petit peu. Est-ce que c'est pas une forme de lâcheté aussi Sartre parlerait de lâcheté parce que pour lui la lâcheté, c'est le fait de ne pas être conscient de notre liberté, donc de notre pouvoir d'agir. Le fait de se reposer sur ce qu'il appelle des excuses déterministes, c'est-à-dire en gros, ce qui devait arriver, ce qui est arrivé devait arriver, et donc quelque part, je n'y pouvais rien. Tu sais, c'est ce fameux « j'y pouvais rien ». Chez les enfants, c'est pas ma faute. Pour lui, c'est de la lâcheté, effectivement, parce que ça consiste à être passif face à l'existence. Et que y a une manière d'envisager l'existence qui parfois consiste à renoncer, consiste à abandonner avant même d'avoir commencé, et consiste à justifier notre inaction par le fait que de toute façon, il y aurait eu quelque chose qui nous aurait empêché au dernier moment. Et ça peut relever aussi justement du conditionnement lié à l'enfance et à l'éducation, ou aux expériences de la vie, tu sais, qui font que
quand on a rencontré beaucoup d'échecs ou beaucoup de déceptions, ça arrive souvent en amour, eh ben on va se protéger de futures déceptions en sabotant la relation ou en n'allant pas au-devant des autres. C'est-à-dire, on va dire, j'aimerais bien rencontrer quelqu'un, mais dans les faits, dès qu'on rencontre quelqu'un, on lui ferme la porte, même inconsciemment, même indirectement. On va créer les conditions pour que ça se passe mal, tout simplement parce qu'en fait, il y a quelque chose en nous qui a peur et qu'on ne veut pas reproduire un schéma. Et c'est en ne voulant pas reproduire le schéma qu'on le reproduit. Et là est le tragique. Tu sais, quelqu'un qui se dit « Ah, j'ai rencontré quelqu'un, je veux que ça se passe bien. » Tu sais, avec cette terreur que ça se passe mal. Et c'est cette terreur qui va rejaillir dans la relation qui va faire que ça va mal se passer. Le désir de bien faire, quand il prend la forme de la peur de mal faire, bah souvent, il engendre ce qu'on veut éviter, c'est-à-dire la destruction de ce qu'on voulait ou la destruction de ce qu'on cherchait à protéger. C'est en ça que je dis que c'est tragique, parce que c'est souvent ce qu'on veut éviter qu'on provoque. Ouais. Parce que on communique la peur plus que l'intention. On communique, tu sais, la crainte de mal faire plus que l'image de quelqu'un qui veut bien faire. Et des fois, il vaut mieux être détendu et, j'allais dire, au risque d'être un peu grossier, s'en foutre. Parce que du coup, on ne crée pas de tension, on ne crée pas d'appréhension, et donc ça se passe beaucoup mieux. C'est super difficile parce que ça demande un désengagement sur un sujet dans lequel tu es enfin en tout cas s'il s'agit de l'amour et que tu as envie de rencontrer quelqu'un, évidemment, t'es engagé d'une certaine manière. Donc du coup c'est difficile de paraître désengagé parce que du coup t'es dans une action et je vois pas comment tu peux être dans une action désengagée. Ça me semble être un exercice d'équilibriste un peu compliqué, mais disons que tu peux être dans une forme de relâchement au sens étymologique. C'est comme quand tu fais un cours de danse et on va te dire de relâcher tes muscles, parce que plus tu vas être crispé et moins tu vas réussir à faire ton mouvement. Mais c'est vrai que quand le prof de danse te dit détends-toi, relâche-toi, c'est le meilleur moyen de te crisper. Ou allez, endors-toi. C'est ça. C'est l'injonction contradictoire. Il y a une incohérence entre ce qu'on te demande et l'état dans lequel ça te met qu'on te le demande. Mais toujours est-il que dans une relation amoureuse, il y a, tu vois, moi j'aime bien cette image du curseur, il y a plus ou moins de pression mise sur les épaules de l'autre ou mise sur ses propres épaules. Je veux dire par là que quand quelqu'un est stressé par la relation au point que ce qu'il véhicule comme sentiment à l'autre, ce n'est plus de l'amour, mais c'est le stress que la relation se passe mal, malheureusement, il condamne sa relation à l'échec parce que il ne transmet que du négatif. C'est pas la faute de la personne dans le sens où voilà, on n'est pas des robots, on n'est pas des machines, on peut pas mettre off sur le bouton des émotions et sur le bouton de la peur. Mais on peut en prendre conscience, j'en reviens toujours à ça, prendre conscience qu'effectivement, on est un peu dans le stress, on est un peu dans l'anxiété, qu'on le communique malgré nous, et essayer de travailler là-dessus et sans trop le faire subir à l'autre. C'est marrant ce que tu dis par rapport au fait du hasard et du déterminisme. J'ai tendance aussi à penser que si tu ne fais pas les choses, il va rien se passer. Mais après, il y a aussi ton regard. C'est-à-dire qu'en fait, je vais prendre un exemple basique qui nous concerne ni l'un ni l'autre, aux femmes enceintes qui commencent d'un coup à avoir que des femmes enceintes. Tu vois, il y a aussi ce truc, tu fais, attends, c'est fou, c'est un pur hasard, mais j'ai croisé X femmes enceintes. Et en fait, il n'y a pas de hasard, c'est juste qu'il y a aussi ta capacité à te concentrer sur des éléments qui te touchent directement. Complètement. Hier, quand j'ai fait ma conférence TEDx, j'ai entendu prononcer le syndrome de la voiture rouge. Je connaissais pas cette expression, donc visiblement ça existe. Le syndrome de la voiture rouge, c'est tu t'achètes une voiture rouge ou tu t'achètes une voiture de tel modèle et tout à coup, de plus en plus rare. Les gens n'achètent plus de voitures rouges. Oui. Mais... Pareil d'ailleurs que tu payes plus cher ton assurance si t'as une voiture rouge que si t'as une voiture noire ou blanche, parce que c'est associé à une conduite à risque. C'est quand même assez incroyable. Mais peut-être qu'il y a une vérité statistique derrière ça. On en revient aussi aux statistiques, en plus des probas. Toujours est-il que on va souvent percevoir soit ce qui nous concerne, soit ce qui nous intéresse. Donc on va avoir l'impression qu'il y a des femmes enceintes. Moi, ça me l'a fait effectivement quand j'ai eu mon enfant. Je voyais des parents avec des poussettes partout. Forcément. Tu vois ? Mais non, en fait, il n'y en avait pas plus qu'avant. C'est juste que là, je le remarquais.
Et ça, je trouve que c'est intéressant philosophiquement parce que ça prouve que la réalité, elle est souvent liée au mode de perception avec lequel on envisage la réalité. Autrement dit, je vais le dire de manière plus simple, on voit, on remarque ce qui nous intéresse et du coup, c'est ça qui constitue notre réalité. La réalité dans laquelle on vit, c'est la réalité de la perception qu'on a de la réalité et cette perception, elle est influencée par des facteurs qui ne sont pas du tout objectifs, qui sont des facteurs personnels, subjectifs, liés à l'émotion, à la sensibilité, à l'affect. Donc on va être plus sensible à telle ou telle chose. Et ce que j'aime bien dire, c'est toutes les informations sont autour de nous, mais notre regard ne va aller que vers certaines informations. Si on faisait cette expérience qu'on ne fait jamais, de faire un trajet à pied pendant 10 minutes et de tout observer, on va s'apercevoir qu'il y a des choses qu'on n'avait jamais vues. Je parlais hier avec un speaker, il disait, je prends toujours la même route le matin, et un jour, j'étais concentré sur ce qu'il y avait autour de moi, et j'ai vu qu'il y avait un château. Et j'avais jamais vu qu'il y avait un château. Incroyable. Une bonne manière de le faire, pour ceux qui nous écoutent, et peut-être pour toi, je sais pas, c'est que si tu décides de faire de la photo, t'as un regard qui est très différent sur ton chemin et sur la route que si tu ne fais pas de photo. Parce que quand tu décides de faire de la photo, tu es à la recherche d'éléments qui sont intéressants. Ouais. Et par définition, tu vas pas du tout regarder les choses de la même manière. Ah, c'est super intéressant. J'avais jamais pensé à ça, justement parce que je pense que je ne suis pas photographe, donc j'ai pas eu ce réflexe. Mais c'est exactement ça. C'est exactement ça. Quand tu es disponible aux choses et présent aux choses, tu vas voir des choses que tu n'avais jamais vues. Et pas forcément des choses incroyables, mais par contre des choses significatives. Et c'est vraiment la différence, pour moi, elle est importante. Parce que j'en reviens à ce que je disais tout à l'heure. Tu vas raconter un événement qui pour toi était extraordinaire, une coïncidence extraordinaire ou un signe extraordinaire. Tu vas le raconter aux autres. Tu sais, c'est comme quand tu racontes tes rêves, ils vont dire ouais, ok, super. Pas très intéressant ton histoire. Non, parce que ce qui est intéressant dans l'histoire, c'est la manière dont tu l'as vécu, c'est en quoi ça fait écho à des choses, en quoi ça résonne avec des choses qui sont en toi. Et quand on observe le monde autour de soi avec les yeux de la disponibilité et avec les yeux de l'attention, on va voir que la nature est pleine de messages, parce qu'elle est pleine d'informations qui à un moment donné vont avoir du sens pour nous. Parce qu'en fait, j'étais en train de réfléchir aux gens qui nous écoutent, qui sont fans de hasard et de loi voilà, d'attractivité. Je me disais, ils vont être déçus. Ouais. Et je me disais, mais est-ce qu'il n'y a pas quelque chose aussi qui est intéressant, qui est que tu te dis, je vais laisser le hasard faire, mais en fait, un peu malgré toi, un peu de manière inconsciente, tu vas agir dans le sens que tu veux que les choses arrivent. C'est-à-dire, enfin, j'en sais rien. Admettons, tu veux rencontrer quelqu'un pour rester sur la thématique de l'amour, parce que tu nous as beaucoup parlé. Et tu vas laisser le hasard faire, mais en réalité, tu vas prêter un peu plus attention aux personnes autour de toi. Ouais. Et du coup, il y a plus vraiment de hasard, parce que la personne, elle peut regarder, elle peut voir que tu l'as regardé, etc., etc. Et du coup, ça peut générer un lien. Oui, c'est toute la problématique de qu'est-ce qu'on fait consciemment et qu'est-ce qu'on fait inconsciemment. On peut, par exemple, pour rencontrer l'âme sœur, s'inscrire sur une application de rencontre. D'ailleurs, il y a des applications de rencontre qui sont spécialisées dans l'art de sélectionner les partenaires avec lesquels tu pourrais avoir de la compatibilité. Après, c'est toujours pareil. On y croit, on n'y croit pas. On peut vouloir la compatibilité comme on peut vouloir quelqu'un de totalement différent de nous, hein, parce que les algorithmes peuvent éventuellement repérer des compatibilités ou en tout cas des affinités, mais pas forcément ce qui fait qu'une relation amoureuse est une relation amoureuse, c'est-à-dire ce je ne sais quoi qui fait qu'il y a une alchimie. Bon, mais si on met ça de côté, on peut opter pour le hasard. Donc le hasard, ça veut dire on va laisser la rencontre avoir lieu, on va laisser les choses se faire. Mais il n'empêche que laisser les choses se faire, ça veut pas dire ne rien faire. Parce qu'on va quand même aller dans certains lieux, on va fréquenter certains endroits, on va sortir avec tels amis qui vont déjà un peu prédéfinir le résultat. Dans le sens où, si tu vas en boîte de nuit, tu vas peut-être pas rencontrer la même personne que si tu étais allé dans une exposition, dans un musée ou donc il y a déjà une sorte de présélection qui s'opère dans le choix que tu fais, qui n'est pas totalement au hasard. Et effectivement, des fois, il y a des choses qui arrivent dont on peut se demander si on ne les a pas provoquées inconsciemment ou subconsciemment, comme si une force agissait en nous dont on ne voulait pas avoir conscience. Moi, je pense qu'il y a des personnes, par exemple, qui peuvent se blesser
en bricolant, parce que c'est une manière pour elle, inconsciemment, de pouvoir se reposer. C'est-à-dire, tu t'es blessé, du coup, arrêt de travail, du coup, repos. T'avais besoin de repos. Je dis pas que c'est ce qui arrive à chaque fois, et de toute façon, c'est pas prouvable ce que je suis en train de dire. Je dis que c'est intéressant de se poser la question, de savoir en quoi une maladresse peut être le contraire d'une maladresse. Tu sais, ce que Freud appelle l'acte manqué. L'acte manqué, c'est quand tu fais quelque chose que tu n'as pas voulu faire, mais qu'en réalité, ça avait du sens pour ton inconscient. Ton acte manqué, en fait, il est réussi du point de vue de l'inconscient. Moi, par exemple, si ce matin, je n'avais pas entendu le réveil pour venir à ton émission, ça aurait pu vouloir dire que je n'avais pas du tout envie de passer à ton émission. Potentiellement. Donc, je me serais dit, merde, j'ai raté le réveil, j'ai raté l'émission. Mais en fait, mon inconscient aurait été satisfait en se disant, bah oui, mais ton inconscient ne voulait pas y aller. Bon, il se trouve que je suis là. Donc, du coup, heureusement, mon inconscient était d'accord. Mais des fois, on peut faire des choses dont on n'a pas la signification, dont on pense que c'est dû au hasard, dont on pense que c'est dû à la malchance. Et ça peut avoir un sens beaucoup plus profond. Pour peu qu'on soit sensible, qu'on soit réceptif à toute cette vision qui repose sur l'inconscient, cette vision psychanalytique. Peut-être que parmi nos auditeurs, il y a des lecteurs de Jung, parce que Jung est à la fois un disciple de Freud, ouais, bien sûr. Donc psychologie des profondeurs, psychanalyse, mais en même temps quelqu'un qui a conceptualisé la synchronicité. Donc je veux dire, pour quelqu'un comme Jung, il n'y a pas de... En fait, il n'y a pas d'incompatibilité entre une vision rationnelle et une vision plus mystique. Parce que on peut envisager la rationalité comme le mode d'expression d'une force mystique. Tu sais, il y a des gens qui croient en Dieu, mais qui pensent que la nature, l'analyse scientifique de la nature, c'est le mode d'emploi de la création divine. Autrement dit, la science mène à Dieu. Tu sais, c'est cette fameuse citation. Ouais, bien sûr. Un peu de science éloigne de Dieu, beaucoup en rapproche. Ça veut dire que opposer la croyance en Dieu à la science, c'est partir du principe que la science ne peut pas être issue de Dieu. Dans le sens où, si c'est Dieu, c'est pas rationnel. Mais non, pas du tout. Ça peut être quelque chose qui nous échappe, quelque chose qui nous dépasse, mais dont on peut comprendre le mode d'expression rationnel. C'est un peu technique ce que je dis. Non. Je veux simplement dire qu'on n'est pas obligé d'opposer les deux. Et d'ailleurs, chez les scientifiques, les grands mathématiciens, astrophysiciens, etc., il y a une croyance dans quelque chose de supérieur. On observe, tu vois. Ouais, disons que la science ne ferme pas la porte à la croyance. La science peut être le dévoilement du sens, ou en tout cas le dévoilement du fonctionnement, plus que du sens d'ailleurs, de ce qui échappe à la compréhension. Comprendre les lois de l'univers, comprendre les phénomènes naturels, c'est se rapprocher de la compréhension de ce qui au départ est un mystère. Le point de départ de la science, comme le point de départ de la philosophie, c'est le mystère. Mais du coup, est-ce que le hasard, c'est pas le mystère non plus? Parce que tu vois, tu disais, on a beaucoup défendu l'idée qu'il n'y avait pas vraiment de hasard. Est-ce que le hasard, c'est pas justement cette part d'incompréhension, d'inconnu, qui fait le sel de la vie, quoi, au final? Exactement. C'est pour ça que je disais ça dans ma conférence TEDx, le fait que l'être humain a besoin de sens. Il a besoin de sens presque de manière vitale. En tout cas, pour l'esprit, le sens est un besoin. Je parlais tout à l'heure d'Albert Camus et de l'absurde. L'absurde, c'est l'absence de sens. Et l'absence de sens, chez l'être humain, ça rend fou. Quand je dis ça rend fou, attention, hein, je mets pas de connotation péjorative dans le mot fou. Je dis simplement que ça crée du trouble mental. On a besoin de sens. Même là où il y en a pas, on va essayer d'en mettre. Les anciens, les gens de la préhistoire mettaient du sens dans les phénomènes naturels, dans les catastrophes naturelles. Je sais pas si t'imagines l'homme préhistorique qui assiste à une éclipse totale du soleil. À quel point ça doit être une expérience angoissante. Je me demande s'il n'y a pas eu des suicides collectifs, tu vois, dans ces moments-là. Parce que qu'est-ce qui se passe? Il fait jour, il fait nuit, il fait jour. Il y a un truc. Bon. La science, c'est essayer de comprendre. C'est-à-dire, on part de ce choc de l'incompréhension, ce choc du mystère, et on essaye maintenant de poser du sens dessus. Mettre du sens. Donc au départ, on va attribuer ça à des divinités, puis ensuite la science va prendre le relais pour essayer de trouver des explications
qui ne soient pas elles-mêmes aussi mystérieuses que le phénomène qu'elles sont censées expliquer. Tu vois, mais c'est ce paradoxe que j'aime bien souligner, c'est que on dit souvent oui, dans l'Antiquité, les divinités, tout ça, c'était n'importe quoi, c'était de la croyance. Oui, mais il y a une recherche de sens, parce que mettre une divinité, c'est essayer de comprendre le pourquoi. Alors oui, on n'avait pas les connaissances qu'on a aujourd'hui, mais on voulait mettre du sens, on voulait essayer de comprendre ce qui se passait. Donc il a fallu ça pour qu'on en arrive ensuite à la science. Mais sauf que des fois, la science échoue dans le fait de donner du sens aux choses, et l'être humain a ce besoin viscéral, je pense, ancré en lui, que les choses aient un sens. Et parfois, donner du sens au hasard, c'est nécessaire. C'est nécessaire ne serait-ce que pour avoir de l'espoir, ou que pour se dire qu'on n'est pas seul, ou pour se dire qu'on n'est pas fou. Il faut essayer de donner du sens aux choses. Moi, j'ai vraiment envie d'insister sur le fait qu'il ne faut pas opposer une approche rationnelle, c'est-à-dire scientifique, liée à l'observation, liée à la science. Non, faut pas l'opposer à la recherche de sens, qui peut parfois ne pas être du tout rationnel, ne pas être du tout scientifique, mais ça a quand même de la valeur. Une question que j'aurais dû te poser depuis le début, mais je l'ai pas fait, mais on va revenir, on le fait à l'envers, mais c'est pas très grave. Pourquoi t'as décidé de te lancer sur YouTube à l'origine et de parler de philosophie? Alors ça, c'est une bonne question, parce que quelque chose en moi a pris la décision à ma place. Le hasard. Donc ça fait écho, le fait que tu poses la question maintenant. Du coup ma réponse a du sens après tout ce qu'on a dit. C'est-à-dire qu'un jour, j'étais chez moi, il était environ 1h du matin, et je ne sais pas pourquoi, j'ai eu envie de parler de Schopenhauer. Schopenhauer, la métaphysique, le sexe. Parce que c'est un sujet chez Schopenhauer. Il explique en fait que le désir sexuel est une manifestation de ce qu'il appelle la volonté du monde. Et la volonté, c'est cette force irrationnelle, cette pulsion de vie qui anime le monde. Et j'ai été vraiment captivé quand j'ai découvert ce texte, et un jour, j'ai voulu en parler, sans savoir pourquoi, sans savoir à quoi ça allait mener. Et donc, j'ai enregistré un épisode totalement improvisé sur Schopenhauer, la métaphysique, le sexe, que j'ai mis en ligne. Et je me suis rendu compte que ça avait vachement plu aux gens. Mais je veux dire, t'avais pas de chaîne YouTube? Alors si, j'avais une chaîne YouTube sur laquelle je faisais de l'analyse de philosophie politique et de questions de société. C'était sans grande prétention, mais à un moment donné, j'ai voulu parler de philosophie, et donc j'ai fait cette vidéo sur Schopenhauer, que j'ai mise sur cette chaîne YouTube, et qui a vraiment beaucoup plu, beaucoup intéressé. Les gens ont commencé à me demander d'en refaire. Donc j'en ai refait une sur Nietzsche, disciple de Schopenhauer. J'en ai refait une autre sur Platon. J'en ai fait une autre sur le stoïcisme. Et c'est comme ça que ça a pris. Et c'est comme ça que ça s'est fait. Mais au départ, si t'écoutes mon premier épisode, que ce soit sur Schopenhauer ou sur le stoïcisme, sur ma chaîne, tu vas voir une différence avec mes épisodes récents. C'est-à-dire que, bon, déjà, le micro, j'en parle même pas. C'était un micro-ordinateur HP. Moi, j'ai commencé avec un micro-cravate branché sur mon téléphone. Donc oui, j'ai vu ça. Ça, c'était mon deuxième micro, tu vois. C'était déjà une évolution professionnelle. Le petit micro-cravate à 15 € qui frotte et qui grésille. Mon propos était totalement improvisé. C'est-à-dire que je ne savais même pas de quoi j'allais parler quand quand j'ai lancé l'enregistrement. Vraiment, j'ai assisté à ma propre improvisation. Et progressivement, j'en ai fait d'autres. Et donc, en faisant d'autres, je me suis dit, bon, Charles, fais quand même attention, parce que à force de vouloir que improviser, tu vas finir par dire premièrement des choses que tu as déjà dites, parce qu'on a toujours tendance à se reposer sur les acquis. Bien sûr. Et en plus, tu risques de dire des choses pas très intéressantes en réalité. Être banal. Voilà. Donc il va falloir commencer un petit peu à structurer tout ça. Donc au départ, j'ai commencé à réfléchir à ce que j'allais dire. Première étape. Deuxième étape, à faire un plan. Troisième étape, à écrire des parties. Dernière étape, à scripter. Et maintenant, j'en suis au stade où je scripte, mais j'adore faire ça. Parce que je me nourris aussi de l'écriture. J'adore l'écriture. Mais c'est la meilleure manière d'apprendre, non? Exactement. J'ai dit un jour dans une FAQ que mon travail sur ma chaîne YouTube et sur mon podcast était très égoïste. Parce qu'en fait, je faisais mes épisodes plus pour moi, pour comprendre ce que j'avais lu, plus que pour l'expliquer. Mais je suis totalement d'accord. Voilà. Et c'est très efficace comme moyen, parce que quand tu essayes de formuler les choses de sorte à les comprendre, c'est le meilleur moyen pour que les autres les comprennent aussi. Et moi, je pars toujours du principe que je suis un individu normal, que je m'adresse à des individus normaux,
Donc je me positionne pas comme le professeur qui fait la leçon à ses élèves, je me positionne pas comme l'adulte qui parle à des enfants, je me positionne comme un gars normal qui parle à des gens normaux de choses qu'il juge intéressantes. Donc moi, ce dont j'en parle parce que je trouve ça intéressant. Et je me pose pas beaucoup plus de questions que ça. C'est-à-dire, ça m'intéresse, j'en parle. Et si ça intéresse les gens, tant mieux. Et si ça les intéresse pas, tant pis. De toute façon, je veux dire, il y a une palette tellement variée d'auteurs sur ma chaîne que tout le monde peut y trouver un petit peu son compte. Mais toujours est-il que mon critère, c'est de savoir si je trouve ça intéressant. Et souvent, ce critère est efficace parce que si tu trouves ça intéressant, eh ben les autres ont des chances de trouver ça intéressant. En tout cas, un certain nombre de personnes, quoi. Voilà. Donc c'est comme ça que la chaîne s'est créée. Moi, au départ, je suis professeur particulier de philosophie, français et même mathématiques sur la fin. Et ce qui m'intéressait, c'était la pédagogie. D'où le nom de ma chaîne, le précepteur. Parce que précepteur, c'est le nom qu'on donnait autrefois, tu sais, aux professeurs particuliers de l'époque, comme on disait que voilà, Aristote a été le précepteur d'Alexandre le Grand, c'est-à-dire son éducateur privé. Et donc moi, je voulais faire une chaîne de pédagogie au départ. Et finalement, ça a dérivé vers la philosophie suite à cette vidéo sur Schopenhauer, justement. Et du coup, j'ai gardé le pseudo parce que je trouvais que c'était intéressant de se dire que chaque philosophe dont je parle est un peu le précepteur ponctuel de mon audience, de chacun d'entre nous. Et de toi-même. Et de moi-même. Parce qu'effectivement, à chaque fois que je lis un auteur ou que je le découvre ou que je le redécouvre, j'apprends des choses et je ne fais que partager ce que j'apprends et ce que je comprends. Et tu m'as dit que tu allais bientôt lancer un bouquin aussi. Ah oui, alors merci d'en parler. Effectivement, c'est une annonce. C'est une annonce. Je fais tout à l'envers. T'auras bien compris que, je sais pas, je me suis lancé sur ton TEDx. Voilà. T'as bien fait parce que ça nous a fait pas mal explorer de choses intéressantes. Je sors un bouquin en septembre 2025 qui va s'appeler La philosophie, c'est pour vous aussi. Et alors, je suis très très fier de ce livre qui va sortir. Très enthousiaste déjà à l'idée qu'il soit en librairie parce que c'est un livre assez particulier dans la forme. Mon objectif, c'est de prouver aux gens que la philosophie, c'est fait pour tout le monde. Moi, j'entends beaucoup de gens qui me disent « Vous m'avez réconcilié avec la philosophie, je pensais que la philosophie, c'était pas fait pour moi. Ouais. » Et ça, c'est vraiment la phrase qui revient. Tu sais. Je pensais que c'était pas fait pour moi. Comme si les gens voulaient aller vers la philosophie, mais que la philosophie leur disait « Stop, non. » En fait, tu rentres pas. Tu vois, c'est le. Ah ben je vois bien. Voilà, c'est vraiment cette sélection, tu vois, parce que la philosophie pâtit d'une image un peu d'élitisme, voire de snobisme. C'est-à-dire, si t'as pas les mots, tu peux pas comprendre. Si t'as pas les références, tu peux pas comprendre. Moi, j'ai voulu casser ça et montrer que la philosophie, c'était pour tout le monde. Et donc, dans ce livre, je vais présenter la pensée de 20 philosophes et chaque chapitre va commencer par une histoire, donc une petite histoire, une petite scénette qui va illustrer la pensée de l'auteur dont je parle. Je vais prendre un exemple. Il y a un documentaire Netflix qui est sorti il y a quelque temps qui parle d'un jeune homme qui s'appelle Jonathan Meyer. Et Jonathan Meyer, c'est quelqu'un qui a donné son sperme pendant des années dans des banques de sperme, à tel point qu'il serait le père biologique de plus de 1000 enfants. Et le documentaire s'appelle L'homme aux 1000 enfants. J'ai trouvé ce documentaire extraordinaire, j'ai trouvé ce cas vraiment incroyable, et il m'a inspiré une introduction pour la pensée de Schopenhauer sur le vouloir vivre chez Schopenhauer. Parce que Schopenhauer nous explique que tous les êtres vivants sont programmés pour une chose qui est l'auto-perpétuation. En gros, tous les êtres vivants ont inscrit en eux le désir de se prolonger, de prolonger leur vie dans la vie de leur descendance. Si je devais le formuler de manière un peu comme ça, synthétique, avoir des enfants, c'est devenir immortel. Parce que c'est se propager au-delà de soi. Et ainsi de suite. Pour Schopenhauer, en fait, le vrai sens de la vie, c'est ça. Il n'y en a pas d'autre. C'est se perpétuer, tout simplement. Et je trouvais que ce Jonathan Meyer était une illustration parfaite de ce concept. Parce que lui, il était vraiment animé par le vouloir vivre. Il est allé très loin. Se propager. Et d'ailleurs, quand tu écoutes son discours, bah, il explique qu'il trouve ça très bien d'avoir des enfants sur tous les continents. Il y a presque un désir biologique de colonisation là derrière, quoi, tu vois. C'est le fait de vraiment être partout sur Terre. Pire qu'Elon Musk. Oui, exactement. Et donc, j'ai trouvé amusant d'introduire à la pensée de Schopenhauer, qui n'est pas une pensée si simple que ça, hein, à travers l'exemple de Jonathan Meyer. Et je fais ça pour les 20 auteurs dont je parle. Par exemple, j'explique Descartes et le je pense donc je suis de Descartes à travers l'exemple de Raymond, chauffeur routier. Je doute d'ailleurs. Comment ? Je doute. Je doute, voilà exactement, le doute.
Raymond, chauffeur routier, qui en allant en direction l'entrepôt au volant de son camion, passe à côté de la Manche, de la mer, et il voit un cargo en lévitation au-dessus de l'eau. Et là, il comprend pas ce qui se passe, parce que les cargos flottent sur l'eau, pas au-dessus de l'eau. Il s'arrête, il comprend pas. Alors, il est un peu âgé, donc il a pas le réflexe de prendre une photo avec son smartphone. Il allume la radio, il comprend pas ce qu'il a vu. Et en fait, il n'ose pas en parler. Et en fait, ce que Raymond ne sait pas, c'est qu'il a assisté à ce qu'on appelle un mirage froid. Et un mirage froid, alors je vais peut-être me tromper dans l'explication, mais c'est quand les couches d'air supérieures sont plus froides que les couches d'air inférieures, et ça nous donne l'impression de voir des objets en lévitation. Tout le monde connaît le pendant inverse, c'est-à-dire le mirage chaud, c'est quand tu as l'impression de voir des taches d'eau sur la route quand il fait un grand soleil, quand ça chauffe. Bah là, c'est le mirage froid. Okay. Et en fait, c'est une illusion d'optique. Et il se trouve que Descartes commence sa réflexion dans le discours de la méthode par parler de toutes les fausses croyances qu'il a accumulées depuis son enfance et de toutes les défaillances de la connaissance dont une grande partie provient des illusions sensorielles. Et lui-même donne un exemple totalement comparable à celui du cargo. Il donne l'exemple d'un bâton qu'on plonge dans l'eau et qui, si on le regarde à la surface, apparaît courbé. Effectivement, c'est un phénomène physique lié à la déviation de la lumière. Et bien donc j'ai expliqué Descartes et comment Descartes en arrive à je pense donc je suis à travers l'exemple de Raymond et du mirage froid. Pourquoi c'est important et en quoi la philosophie peut nous aider? Moi je vois un retour hyper fort de la philosophie, que ce soit sur Instagram, sur YouTube, un peu partout. Et je me dis tiens, c'est intéressant, pourquoi il y a un tel retour vers la philosophie dans cette période très complexe? Bah justement peut-être parce que on est dans une période complexe. La période Covid a énormément bousculé les esprits, bousculé les consciences sur qu'est-ce qui a du sens. Pendant des mois, on s'est retrouvé avec l'économie plus ou moins à l'arrêt et la prise de conscience qu'il y avait une vie en dehors de la routine et du travail et des impératifs, etc., etc. Alors pour certains, ça a été une période extrêmement compliquée parce que le confinement, c'est l'enfermement, c'est l'isolement. Et il faut avoir vécu l'isolement pour savoir à quel point c'est difficile à supporter. En revanche, il y a eu à ce moment-là aussi, souvent les choses négatives ont un pendant positif, prise de conscience du désir de sens. Et donc recherche de sens. Et la philosophie apporte du sens, ou en tout cas elle apporte des éléments de réflexion qui peuvent aboutir ensuite sur du sens. Donner du sens aux choses, c'est très important. Je le vois de plus en plus avec les jeunes générations qui n'acceptent pas un travail parce qu'il est bien payé, qui n'acceptent pas un travail parce qu'il y a une voiture de fonction ou parce que je ne sais quoi, mais parce qu'il a du sens. Ça a du sens pour eux. Et je pense que la philosophie, je vais pas dire qu'elle donne des clés ou des réponses, mais en tout cas, elle invite à en trouver. Moi, j'insiste énormément sur le fait que la philosophie ne va pas faire le travail à votre place. D'ailleurs, je prends un malin plaisir dans mes épisodes à ne pas dire qui a raison, qui a tort, qu'il faut écouter, qu'il ne faut pas écouter. Je propose. Et je propose une gamme mais infiniment variée de philosophes pour que chacun vienne piocher et trouver dans mes épisodes ce qui a du sens pour lui. Et je suis très bien placé pour savoir que la recherche de sens est un cheminement personnel et qu'il y a certaines choses qu'on n'est pas encore prêt à comprendre ou à voir parce que c'est pas le moment de notre évolution et ça viendra un jour. Il faut juste que l'information soit disponible pour celui qui va vouloir à un moment donné éclairer ces questions et chercher du sens. Tu sais, souvent, on donne des conseils aux plus jeunes, ils les écoutent pas. Mais par contre, une fois qu'ils ont fait leur bêtise... Bien sûr, l'expérience. Et ben là, ils se souviennent du conseil que tu leur donnes. Et c'est à ce moment-là que le conseil fait sens et qu'il a une utilité. Là, moi, je parle avec la philosophie, c'est-à-dire, tu vas sur ma chaîne, dans 10 ans, il y aura toujours ce vieil épisode sur Camus, ce vieil épisode sur Schopenhauer. Et à ce moment-là, en l'écoutant, peut-être que tu vas dire, là, ça fait sens pour moi. Tu vois, je pense que la philosophie apporte ça, ouais. Parfait. Merci beaucoup, Charles. Bah, merci à toi. Trop intéressant. Le podcast s'appelle Blanc. Donc, je veux savoir à quoi tu veux ouvrir et où claquer la porte. Je voudrais claquer la porte au dogmatisme. Parce que le dogmatisme, c'est ce qui fait qu'on s'enferme dans des certitudes. Et la certitude, c'est ça pour moi, l'adversaire de la philosophie, l'adversaire de la sagesse et même l'adversaire du bonheur. Parce que quand on est malheureux et qu'on est figé dans ses certitudes, on reste enfermé dans son malheur. Et parfois, admettre que c'est peut-être l'autre qui a raison ou peut-être juste qui n'a pas totalement tort, eh ben, c'est ouvrir la voie à l'amélioration de soi et peut-être au bonheur. Parfait. Merci beaucoup. Merci à toi. Merci d'avoir écouté Blanc.
Si vous avez aimé l'émission, vous pouvez le dire avec des étoiles, 5 de préférence sur iTunes, et le partager avec vos amis ou vos collègues. Je suis Grégory Pouy, vous pouvez me retrouver sur Twitter et LinkedIn sous le pseudo Greg from Paris. N'hésitez pas à me remonter vos remarques, vos questions, mais aussi les invités que vous aimeriez entendre.